Bonjour et bienvenue à la séance d'information Les risques psychosociaux, à vous de jouer. Avant de débuter, connaissez-vous des mythes au sujet des risques psychosociaux, aussi appelés RPS? On pourrait dire que ça n'existe pas. Ou qu'on ne peut pas les prévenir, ou agir dessus. On pourrait penser que ce sont des caractéristiques personnelles, donc une responsabilité individuelle. Ou que c'est du ressort du droit de gestion des employeurs. J'entends souvent dire que le problème, c'est la charge de travail et qu'on ne peut rien y faire. Bien, vous avez raison. Toutes ces croyances sont fausses. Les RPS sont bien réels et présents dans tous les milieux de travail. Qu'est-ce qu'on entend par les risques psychosociaux du travail? Eh bien, selon l'Institut national de santé publique du Québec, ce sont des facteurs liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales au travail. Ces facteurs augmentent la probabilité de générer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes qui y sont exposées. Ces facteurs de risque sont identifiables, mesurables et modifiables. Et lorsqu'ils sont bien identifiés, il devient possible de poser des actions pour les modifier. Donc, il est important de retenir que si on les comprend davantage, on pourra mieux intervenir. Alors, pourquoi agir face aux risques psychosociaux du travail? Au Québec, il est de la responsabilité des employeurs de fournir un lieu d'emploi sain et sécuritaire, tant sur le plan physique que psychologique, et d'inclure les RPS dans leur programme de prévention ou dans leur plan d'action. Cependant, tous, autant les employeurs que les travailleuses et travailleurs, doivent demeurer vigilants quant aux risques présents dans leur milieu. Les risques psychosociaux, comme bien d'autres risques, peuvent être présents dans votre milieu de travail. Vous pouvez vous référer au site de la CNESST pour plus d'informations sur les obligations légales. La présence de ces facteurs peut avoir des conséquences pour les travailleuses et travailleurs. Ils augmentent notamment les risques de développer des problèmes de santé mentale, des troubles musculo-squelettiques, mais aussi des maladies cardiovasculaires. La présence de facteurs de risque psychosociaux a aussi des impacts qui peuvent générer des coûts importants pour les organisations. Par exemple, on pourrait observer une augmentation du nombre d'accidents de travail et de maladies professionnelles, du taux de roulement des employés, de l'absentéisme, du présentéisme et même des pertes de productivité. Voici les principaux facteurs de risque psychosociaux reconnus: l'autonomie décisionnelle, la charge de travail, la reconnaissance, le soutien du supérieur immédiat, le soutien des collègues, la justice organisationnelle, les situations de violence, de harcèlement ou d'événements potentiellement traumatiques. Toutefois, sachez qu'il existe d'autres facteurs de risque présents dans l'organisation du travail. Pensons par exemple à la conciliation travail et vie personnelle. Maintenant, à tour de rôle, vous allez piger une carte facteur. Vous devrez nous expliquer le facteur de risque sur cette carte et par la suite, donner des exemples de bonnes pratiques de gestion en fonction de votre emploi. À vous de jouer! Je commence. L'autonomie décisionnelle, c'est la possibilité pour les employés d'être créatifs et de faire preuve d'initiative, d'avoir de la marge de manœuvre pour prendre des décisions de manière autonome et de pouvoir choisir ses méthodes de travail. C'est aussi le fait de pouvoir participer aux décisions et d'être consulté quand il y a des changements organisationnels. J'ai un exemple qui me vient en tête. Notre employeur voulait faire l'acquisition de camions électriques. Mais avant de passer la commande, il nous a présenté 2 modèles pour avoir notre avis et il a fait son choix en tenant compte de nos commentaires. Personnellement, d'ici quelques années, j'aimerais arrêter d'être sur la route et devenir formateur pour les nouveaux camionneurs. Quand j'ai expliqué ça à mon patron, il m'a proposé de me libérer de certaines tâches pour que je devienne mentor pour les nouveaux chauffeurs de la compagnie. À mon tour. La charge de travail réfère à la quantité et à la complexité du travail, aux demandes formelles et informelles faites aux employés, aux ressources et outils mis à la disposition de chacune et chacun pour réaliser le travail, au temps disponible et aux imprévus. Ça inclut aussi les exigences psychologiques ou même physiques pour effectuer le travail.
Il ne faut pas oublier de tenir compte de la charge émotionnelle à laquelle sont exposés les employés non plus. Par exemple, au fait d'être confronté à la souffrance des personnes qu'on accompagne. C'est vrai qu'on peut planifier le travail et prévoir les périodes de fluctuation de la charge avec des solutions appropriées. Par exemple, pendant les périodes d'examen de fin d'étape, les rencontres du personnel sont moins fréquentes dans notre école et de courte durée, ce qui nous offre le maximum de temps à consacrer aux élèves. J'ai un exemple qui me vient en tête. L'autre jour, mon groupe était complètement désorganisé. J'ai demandé l'aide d'une éducatrice spécialisée tellement la situation était difficile à gérer. À la fin de la journée, je suis allé dans la salle des profs pour échanger avec mes collègues. Ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler avec eux et ils m'ont donné des bons trucs. La reconnaissance fait référence aux différentes façons de reconnaître les efforts et les réalisations, qu'il s'agisse de rémunération, d'estime, de respect, de sécurité d'emploi ou encore de perspective de promotion. La reconnaissance doit porter sur le travail et non pas sur la personne. Les pratiques de reconnaissance doivent être sincères et personnalisées pour que les employés en ressentent les effets positifs. C'est vrai, mon gérant me mentionne souvent qu'il apprécie ma façon de travailler. Par exemple, la semaine passée, quand j'ai interagi avec un client mécontent, il m'a félicité d'être resté professionnel. Régulièrement, quand le restaurant reçoit des bons commentaires sur les réseaux sociaux concernant le service, le gérant le souligne aussi dans nos rencontres d'équipe. Ça fait toujours plaisir. Le soutien du supérieur, c'est la capacité du gestionnaire à soutenir ses employés et à être disponible pour eux. C'est aussi le degré de dignité, de politesse et de respect avec lequel les employés sont traités. Le soutien du supérieur immédiat peut prendre plusieurs formes, centré sur la tâche, la transmission d'informations et de conseils, et le soutien émotionnel des employés. Ça me rappelle une anecdote. Une machine commençait à avoir beaucoup d'usure et était souvent en réparation, ce qui ralentissait le travail. J'en ai fait part à mon contremaître, qui a fait un suivi régulier du problème. Il a finalement pris la décision de remplacer la machine pour améliorer la réalisation de notre travail. Plus récemment, en raison d'un gros contrat, on a dû augmenter la cadence de production. J'ai dit à mon contremaître que ce rythme était difficile à tenir. Eh bien, il a pris le temps de m'écouter et en a fait part à la haute direction. Le soutien des collègues, c'est l'esprit d'équipe, le degré de cohésion dans le groupe. C'est l'assistance et la collaboration nécessaires dans la réalisation des tâches. Il peut être centré sur la tâche à accomplir, sur des conseils et des idées pour résoudre un problème rencontré. Il peut aussi se traduire par le fait d'être écouté et de sentir que l'on peut parler librement de ses difficultés afin de recevoir de l'aide. Ça me fait penser, notre propriétaire organise des rencontres mensuelles pour les gérants. On y discute librement de notre travail, entre autres des problèmes qu'on rencontre, puis on essaie de trouver des solutions. Aussi, quand je suis devenue gérante des fruits et légumes, mon employeur m'a attitré une personne mentor pour me guider dans mes nouvelles fonctions. C'était très aidant et maintenant, on peut compter l'une sur l'autre. C'est vrai que c'est important. Merci. Passons à la carte suivante. La justice organisationnelle, c'est l'impartialité, la consistance et la transparence dans l'élaboration et l'application des procédures, ainsi que la considération des individus dans la prise de décision. Il s'agit aussi de l'équité dans les relations et dans la distribution des ressources. Par exemple, dans mon organisation, il y a des procédures pour la répartition des vacances et pour l'évaluation de la performance. Ces procédures nous ont été clairement expliquées et favorisent le traitement équitable des employés. Mon gestionnaire est aussi très proche d'un de mes collègues, mais il reste neutre dans ses interventions. Il fait vraiment attention au favoritisme dans l'attribution des promotions et des tâches. Il prend en compte les compétences, pas ses liens d'amitié. La violence en milieu de travail peut prendre différentes formes, par exemple physique, psychologique ou sexuelle. La violence peut provenir des supérieurs ou, dans le cas d'un gestionnaire, de ses employés. Elle peut également provenir de collègues, de clients, de collaborateurs et de partenaires.
Le harcèlement psychologique se traduit par des paroles ou des actes non désirés qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité. Le harcèlement psychologique inclut le harcèlement sexuel et peut avoir lieu en personne, par téléphone ou en ligne. Un événement potentiellement traumatique est un événement qui peut être une menace à la vie ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Cet événement peut survenir dans le cadre du travail de la personne qui peut en être victime ou en être témoin. Personnellement, j'ai déjà été frappé par un résident confus et agressif. J'en ai fait part à mon supérieur immédiat. On a consulté ensemble la procédure mise en place par l'établissement et rempli le formulaire de déclaration d'incident. Merci. Pour en savoir plus sur les risques de violence, de harcèlement et sur les événements potentiellement traumatiques, consultez le site Web de la CNESST. Il est possible d'agir sur les risques psychosociaux présents dans l'organisation du travail. Cette démarche nécessite quelques étapes clés et chacune d'elles est nécessaire. Le milieu doit être bien préparé et la démarche doit être planifiée afin de favoriser son succès. L'identification et l'évaluation de l'exposition aux risques psychosociaux se fait en collaboration avec le personnel et avec des outils de bonne qualité. Les résultats sont ensuite communiqués à l'ensemble du personnel. Un plan d'action est élaboré et mis en place en favorisant la participation du personnel. Entreprendre une démarche de ce type sans mettre en place d'action par la suite pourrait entraîner des conséquences néfastes sur le milieu de travail. Pour en apprendre plus sur la démarche de prévention, consultez le site Web de l'INSPQ. Je trouve que ça a l'air compliqué de faire tout ça. Est-ce qu'il existe des ressources pour aider les milieux de travail dans cette démarche-là? C'est vrai que sur le coup, la prise en charge des risques psychosociaux peut paraître complexe, mais plusieurs ressources peuvent vous aider. Au Québec, les équipes du Réseau de santé publique en santé au travail aident les milieux de travail à protéger la santé des travailleuses et travailleurs. Ces équipes peuvent vous aider à identifier les risques psychosociaux et vous soutenir dans leur prise en charge. Vous pouvez les contacter via leur site Web au www.santéautravail.qc.ca. Vous pouvez également avoir le soutien de votre association sectorielle paritaire ou le soutien de la CNESST. Vous trouverez plus d'informations et d'outils à ce sujet sur le site Web du Réseau de santé publique en santé au travail ainsi que sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec. Merci à tous d'avoir participé à cette séance d'information. J'espère qu'elle vous a permis d'en apprendre davantage au sujet des risques psychosociaux. Je tiens à vous rappeler que les facteurs de risque psychosociaux sont identifiables, mesurables et modifiables. Même s'il en existe d'autres, les principaux facteurs de risque psychosociaux sont l'autonomie décisionnelle, la charge de travail, la reconnaissance, le soutien du supérieur immédiat, le soutien des collègues, la justice organisationnelle, la violence, le harcèlement et les événements potentiellement traumatiques. À vous de jouer maintenant pour rendre vos milieux de travail sains et sécuritaires.